Bienvenue dans Génération Parents, le podcast qui explore la parentalité du XXIe siècle sans filtre, avec humour, expertise et bon sens. Chaque lundi, on soulève une question d'actualité éducative. Chaque mercredi, on ouvre le débat avec un invité spécial et 2 de nos 9 experts permanents pour enrichir la réflexion. Et chaque vendredi, place à l'épisode complet avec en plus la question d'un parent et notre incontournable quiz parents pas largués. Une dose de réflexion, une pincée de fun et surtout beaucoup de bienveillance pour accompagner les parents dans leurs défis du quotidien. Génération Parents, c'est votre rendez-vous 3 fois par semaine pour coller à votre rythme et rester un parent connecté avec moi, Solène Boquillon-Ledoisier, et toute une équipe de passionnants pour penser une parentalité éclairée, vivante et ancrée dans les défis du XXIe siècle. Et c'est parti avec la présentation des invités du jour. Cette semaine, je suis entourée d'un panel d'experts passionnants pour parler apprentissage. D'abord, nos expertes permanentes que vous connaissez très bien, Axelle Dessein, directrice d'Internet sans crainte, notre référence sur l'éducation au numérique et les usages responsables des écrans. Bonjour Axelle. Bonjour à tous. Et Barbara Meyer, notre experte équilibre vie professionnelle et personnelle qui revient de 10 ans aux États-Unis et aussi l'autrice de J'arrête d'être débordée. Bonjour Barbara. Salut tout le monde. Et notre invité spécial du jour, Baptiste Michel, expert en stratégie d'apprentissage nouvelle génération basée sur les neurosciences. Baptiste, tu es double médaillé de France de lecture rapide et de mind mapping. Impressionnant. Après 8 ans dans les plus grandes banques françaises, tu as choisi de transmettre tes méthodes disruptives d'apprentissage, concentration, lecture rapide, mémorisation, productivité. Et à tes heures perdues, ultra trail. Impressionnant. Bienvenue Baptiste, merci d'être avec nous. Merci de m'accueillir. Bonjour Axel, bonjour Barbara et bonjour Solène. Ravi d'être avec vous. Voilà, on va passer au débat. Alors, apprendre à apprendre, c'est un sujet que j'adore. Et puis, pour la petite histoire, comment est-ce que je connais Baptiste? C'est parce que j'ai fait sa formation en 2023. Parce que, non, c'était en 2023. Et C'était quand... Solène ne savait pas du tout apprendre avant de m'avoir rencontré, Non, évidemment, c'est pas prétentieuse que ça. je suis. Et tout d'un coup, hop, elle a une illumination, elle est capable d'apprendre. Non, je vais te donner le contexte parce que peut-être que tu l'as pas. C'est parce que j'étais en train d'écrire mon livre et j'avais tellement de ressources à lire pendant que j'écrivais mon livre que je me suis dit: «Je vais jamais m'en sortir» et c'est pour ça qu'en fait j'ai notamment voulu faire la formation en lecture rapide et en prise de notes pour avoir une bibliographie de mon livre et beaucoup plus efficace et puis, pour pouvoir tenir les délais et donc c'est pour ça que j'ai fait la formation et donc moi j'ai trouvé ça vraiment hyper à la fois simple, mais aussi, je me suis dit: «Mais pourquoi est-ce qu'on n'apprend pas ça à l'école, quoi?» C'est ce qu'on se dit tout le temps et pour moi, apprendre à apprendre, je le dis souvent, c'est dans mon top 3 des compétences indispensables, au XXIe siècle et c'est vrai qu'on entend souvent parler de ça aujourd'hui. On parle aussi de métacognition, mais pour beaucoup de personnes, en fait, ils savent pas du tout ce qu'il y a, derrière ça. Mais pourquoi est-ce que c'est aussi important, pourquoi est-ce que je pense moi que c'est pas un effet de mode? C'est parce que 85 des métiers de 2030 n'existent pas encore. La durée de vie d'une compétence, elle est passée de 30 ans en 1987 à 2 ans, en 2025 et voire pour certains métiers du digital, on dit 2 mois, 3 mois. Et il y a, seulement 34 des élèves français qui savent utiliser des stratégies d'apprentissage efficaces selon l'enquête PISA 2022. Donc, déjà moi ce que je voudrais, pour poser un petit peu, le débat, qu'est-ce que c'est apprendre à apprendre concrètement? Donc Baptiste, toi qui es un spécialiste, explique-nous quand on parle de métacognition, quand on dit apprendre à apprendre, on parle de quoi exactement? Donc c'est, par exemple, rendre l'implicite explicite. Par exemple, si vous discutez avec quelqu'un et puis qu'il fronce les sourcils, si vous dites: «Je te vois froncer les sourcils, tu as l'air contrarié»,
Donc il y a des biais, vous les connaissez, il y en a plus de 50, mais pas que et en fait, c'est de rendre, visible ce qui est caché. Sur l'apprendre à apprendre, ben, c'est la capacité simplement d'apprendre et et il y a une métaphore, moi, que j'utilise beaucoup, c'est parce que l'apprentissage, c'est abstrait et donc la métaphore que j'utilise, c'est souvent celle de Jamie Oliver, qui est un cuistot, connu, dans le mode en qui est anglo-saxon et en fait, il fait une expérience édifiante, c'est qu'il va dans les écoles où les enfants, ils des écoles primaires et il va avec des caisses de fruits et légumes. Vous allez voir où je veux en venir et puis il montre les fruits et légumes aux enfants, donc patates, tomates, salade, c'est bon, mais après, il y a plus personne. Brocoli, qu'est-ce que c'est? Artichaut, jamais vu et cetera et en fait, il part du principe que si un enfant ne sait pas nommer les ingrédients, eh bien, en fait, il va jamais les retrouver dans son assiette plus tard. Et en fait, il dit pas que c'est la seule raison de la malbouffe. Alors bien sûr, il est aux États-Unis, il est en Angleterre et donc il vient dénoncer ça. Mais il dit donc, l'idée c'est pas d'en faire dans leur scolarité des chefs 5 étoiles, mais de leur montrer les ingrédients pour qu'ils soient capables de cuisiner avec. Et donc l'analogie ici, parce que le monde de l'apprentissage c'est abstrait, le monde des idées. Mais en fait, c'est de vraiment dire qu'un enfant, on doit l'équiper toute sa vie pour apprendre. Vous, enfin Axel, Barbara, Solène ou moi, quand on va faire nos courses, je suis prêt à parier que 100 de votre caddie est pas sur des choses que vous avez jamais testées. De temps en temps, on se fait des petits suspens, on va tester des nouvelles choses, mais on va sur des choses qu'on connaît. Et ben, c'est exactement pareil avec l'apprentissage et je sais pas vous, mais moi, j'ai jamais eu de cours sur l'apprentissage. L'école nous apprend des choses. Attention, je fais pas d'école bashing, je tape pas sur les Mmh. profs, ils ont fait beaucoup de Mais c'est une réalité, hein. Moi, j'en parle dans mon livre et je dis que j'avais la technique de je lis le cours, je mets sous mon oreiller et je me dis que ça va infuser, quoi. j'invoque le dieu du je sais pas quoi. Et en fait, l'idée, c'est vraiment ça. C'est, alors, bien sûr, moi, je suis avec les professeurs, j'interviens aussi dans des écoles et donc faut aussi, comprendre leur réalité et donc l'idée, c'est de dire: «Bah, voilà, un enfant, toute la vie, tu vas apprendre des définitions, des dates, plein de choses» et bien, en fait, l'enfant, il me dirait: «Ben, comment OK, comment je fais?» «Ben, débrouille-toi» et il y en a qui trouvent leur manière de faire, donc il y en a qui relient, qui relisent, 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 il y en a qui bachotent, il y en a qui ont besoin de se mettre en mouvement, il y en a qui ont besoin, voilà, d'écrire, c'est leur cours et il y en a qui cherchent encore et en fait, l'idée, c'est vraiment, bah, exactement avec cette métaphore et je finirai là-dessus sur, Jamie Oliver, c'est de dire: «Bah, voilà, voilà une recette et plutôt que d'aller dans la malbouffe et de pas savoir comment faire, et bah, tel ingrédient, ça va avec tel ingrédient. Voilà des techniques pour mémoriser des chiffres, des dates, des définitions complexes, comment on résume un cours et cetera et qu'en fait, les enfants, ils aient des ingrédients et ce que ça permet, c'est que si à la limite, j'aime pas les ingrédients que je cuisine, parce que tous les jours, vous, moi, on doit lire des procédures, des choses qui parfois sont pas sexy, donnent pas du tout envie. Et ben, en fait, c'est pas grave, j'aime pas forcément les ingrédients. L'idée, c'est pas de tomber amoureux de tout ce qu'on fait, mais je suis capable de les apprendre et donc à la limite, j'aime bien cuisiner. J'aime pas trop les ingrédients, mais j'aime bien cuisiner et donc je suis capable d'apprendre et donc être capable d'apprendre, c'est en fait cuisiner la connaissance et c'est être capable de vraiment, manipuler les informations et de pouvoir les apprendre, les acquérir, les retenir avec des techniques et on vient, donner des techniques spécifiques, là où ça pêche et aussi de montrer comment on peut faire autrement parce que souvent on est un peu, la tête dans le guidon sur les techniques. Donc c'est vraiment ça, c'est, cuisiner la connaissance et d'être capable de naviguer dans absolument tout parce que, comme tu le disais, nos compétences d'aujourd'hui, elles doivent être constamment enrichies et c'est fini le temps d'école où on apprend et ensuite le temps où on travaille, on n'apprend plus. Maintenant, on doit apprendre toute notre vie et c'est de l'apprentissage continu. Donc vraiment l'apprendre à apprendre, c'est, cuisiner la connaissance avec cette métaphore et c'est comme ça que je le présente simplement. Merci, je pense que c'est, beaucoup plus clair. Celle, toi, j'ai envie de te poser la question, aujourd'hui avec le numérique aussi, on a l'impression que les enfants, ils apprennent, différemment. Est-ce que tu as des infos là-dessus sur, soit comment est-ce que, on utilise, le numérique éducatif, soit, il y en a beaucoup là qui apprennent sur YouTube, sur les réseaux sociaux et cetera. Est-ce que tu as des choses à nous partager là-dessus? Bah, en tout cas, une première chose, ça résonne beaucoup, ce que tu dis, Baptiste, parce que c'est des sujets qu'on retrouve aussi en éducation, au numérique où, bah, finalement les jeunes se retrouvent face à du contenu sans forcément avoir les clés et c'est vrai que, pour tous les apprentissages, je pense on n'explique pas aussi assez, aux jeunes comment ils fonctionnent, comment fonctionne le cerveau, qui fonctionne pas de la même manière à l'enfance, à l'adolescence et de savoir aussi comment on fonctionne, quels sont tous les biais, alors sans forcément lister les 50, mais ceux auxquels on est le plus confronté. Enfin, nous, on s'appuie beaucoup là-dessus, en tout cas, dans notre démarche d'éducation numérique et Solène le sait bien. Comprendre comment fonctionnent les réseaux, comment fonctionnent les services, les biais qui vont être utilisés par ces acteurs-là pour nous manipuler, ce sont des clés essentielles pour apprendre à mieux les maîtriser ensuite.
Et puis, ce que tu évoquais, Solène aussi, c'est ça vient bousculer effectivement le numérique, nos rapports à l'apprentissage. Aujourd'hui, ça repose plus, que sur du contenu, académique, scolaire. Il y a une ouverture. Il y a même des enseignants qui se saisissent, hein, de ces, espaces. Je pense qu'il y a pas, un élève qui n'a pas un jour, eu une vidéo de mon cas à regarder pour, les maths, par exemple, pour, voilà, pour se servir aussi de ces outils pour transmettre. Et puis, il y a toute une série d'acteurs qui n'ont pas forcément aussi, le problème, c'est de pouvoir repérer la légitimité, des personnes qui vont prendre la parole derrière pour transmettre, un apprentissage quelconque. Et c'est là où, on doit aiguiser son esprit critique aussi, parce que face au florilège de contenus, qui est en capacité, et moi qui me suis intéressée aussi aux techniques, d'apprendre à apprendre et de lecture rapide, je confirme ce que dit Baptiste, on trouve aussi un peu tout et n'importe quoi, sur internet. Donc, aller trouver ensuite une parole fiable, ça devient un vrai enjeu d'éducation, aussi. Ouais, bah, pas enfin, «parenthèse» entre guillemets, enfin, ça fait partie aussi du sujet, mais la Chine a annoncé la semaine dernière qu'on ne pouvait plus faire, de vidéos, d'expertise sur certains sujets si on n'avait pas au minimum un bac+5, et par exemple, on ne peut plus parler de médecine, si on n'est pas au minimum docteur et Pour donc les raisons plus oui, sur les réseaux. essentiellement de la désinformation aussi, parce que c'est sensationnel, parce que ça génère de l'engagement. Donc aller repérer, alors c'est à la fois un super levier, mais peut-être que les jeunes sont un peu trop confrontés à des contenus qui ne sont pas forcément, fiables et vérifiés. Et à côté de ça, c'est enfin, je pense que ça fait un lien avec, ce que c'était ton deuxième point, Baptiste, sur comment bien apprendre, à avoir, une envie d'apprendre et cetera. Mais il y en a beaucoup qui disent, enfin, beaucoup d'élèves disent aujourd'hui: «Moi, je préfère aller regarder une vidéo YouTube, qui va être interactive», je sais pas, je pense à, par exemple, cette historienne qui se déguise et cetera pour raconter l'histoire. Plutôt que d'être dans une salle, de classe. Et en fait, il y a le côté ludique, qui va être beaucoup plus important, sur les réseaux sociaux que dans une, salle de cours, dont, le fonctionnement et la disposition, n'a pas changé depuis, des siècles et des siècles, quoi. Oui, c'est sûr. Et pardon, j'ai juste une parenthèse là-dessus. Hem Moi, il y a 2 ans, je faisais, les premières vidéos sur ChatGPT, l'IA. Et en début, je disais: «Vous savez, ChatGPT, cet agent conversationnel», j'avais besoin de préciser parce que ça venait d'arriver, et maintenant en 2 ans, c'est tombé dans le langage commun. Moi, je vois déjà, et là, on a cette discussion dans 2 ans, je pense que ça a encore changé, et je vois, les vidéos qui sont générées, les articles, et même dans le milieu, alors là, on n'abordera pas ça, je pense, dans le podcast, mais dans le milieu scientifique, le nombre de fausses publications qui sont, donc Ouais. c'est super difficile même parfois. Déjà qu'il y en a qui racontent n'importe quoi sans sourcer. Si en plus on est inondé de fausses informations, mais que ce soit dans le milieu scientifique, enfin rien n'est épargné, que ce soit les vidéos, et maintenant on doute même plus de ce qu'on lit, on doute même de ce qu'on voit. Donc d'où l'importance de l'esprit critique, et de d'amener ça aux enfants, là-dedans. Et moi je me rappelle quand j'étais dans plein de mes études, il y avait Wikipédia qui commençait à arriver parce que moi je suis la génération de transition, et tout le monde disait: «Wikipédia, les élèves vont arrêter d'apprendre, vont arrêter de se questionner» et cetera. Ça a juste évidemment, c'est aussi comment on s'en sert l'outil, mais ça a changé des manières de faire, et l'IA de toute façon ça arrive, et donc c'est pas, le bannir, même s'il y a des bienfaits et des méfaits, mais c'est surtout comment les accompagner et comment leur donner les bons outils. Et ça va être un sacré challenge, parce que même nous, en tant qu'adultes, bah, on apprend au travers de l'IA aujourd'hui parce qu'on apprend toute notre vie, et on se prend des déferlantes. Il va falloir aussi que nous, avant même de penser à nos enfants, déjà qu'on se concentre sur nous, quoi. Mais c'est un vrai enjeu, Axel, ce que tu décris, et l'IA vient donner un grand coup de pied aussi dans nos manières de faire. Barbara, tu voulais ajouter quelque chose? Ouais, il y a et si on regarde un peu historiquement, aujourd'hui, moi, je pense que le Covid nous a beaucoup aidés, finalement, à apprendre parce que quand on était confinés, on s'est tous, dit les chiffres sont énormes, hein, je sais Coursera, ils ont fait 400 les 2 premiers mois du Covid. Udemy aussi, enfin les chiffres sont assez hallucinants et finalement le Covid quelque part nous a préparés, j'ai l'impression, à cette arrivée de l'intelligence artificielle, parce qu'elle nous a donné cette curiosité d'apprendre et cette curiosité d'aller chercher du contenu en fonction de ce qu'on aimait faire, donc motivation, donc très important dans le apprendre, hem et dans le côté,
quel type de d'apprentissage ou comment mon cerveau est fait pour aller apprendre des informations et ça aussi, c'est nouveau. C'est-à-dire du coup, on s'est posé la question de quel type de cerveau j'ai. Est-ce que je suis plutôt visuel? Est-ce que je suis plutôt auditif? Est-ce que je suis plutôt, écrit? Et donc la connaissance de soi, la connaissance de nos enfants sur, comment tu apprends mieux, bah, tout ça a fait qu'on est quand même mieux préparé. Si on enlevait tout ça et qu'on nous avait donné ChatGPT, comment on aurait fait? Donc on a quand même, la vie est quand même bien faite. En tout cas, le progrès est quand même bien fait, parce que, on apprend sur nous-mêmes, on apprend, tu vois, les cerveaux, les neurosciences nous ont appris, nous aident à apprendre, à comment apprendre et puis ensuite, il y a eu, le covid qui nous a donné la curiosité et maintenant, il va falloir un peu de discipline à l'américaine pour dire, «Bon, ben, quel type d'informations je vais chercher? Quelles sont les sources? Est-ce que je peux vérifier chaque fois les sources?» Donc dans le mot apprentissage, il y a aussi un peu, de discipline que j'aime bien, hem, Et de l'esprit notamment sur les critique sources. au quotidien, par rapport à toutes ces sources. Ça fait une bonne transition avec, les questions que je voulais poser à Baptiste sur un peu les neuromythes. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses, que ce soit, bah, sur la lecture rapide, sur, bah, justement, le fait que notre cerveau, serait, soit, visuel, soit, il préfère, écouter. Enfin voilà, on entend beaucoup de choses. Alors, Baptiste, est-ce que tu peux nous aider un petit peu à voir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? C'est quoi les top neuromythes, qui circulent, justement sur internet et qu'il faut débugger? Ah bah, tu me prends un peu au dépourvu. Alors il y en a plein. Évidemment, alors, moi je suis pas scientifique, je suis juste passionné. Quand il y en a qui lisent des romans, moi je lis des études sur le cerveau, donc vraiment, enfin je suis un peu, bizarre, mais bon ça m'intéresse. Je fais pareil, hein, t'inquiète pas. Bon le cerveau est total. Il y a pas il y a, il y a des localités, c'est-à-dire que par exemple, sur la lecture, on peut voir, clairement des autoroutes se former, hem, donc c'est-à-dire que limite même on peut ouvrir, alors c'est complètement gore ce que je vais dire, mais si on ouvre un cerveau d'enfant, on peut voir celui qui a appris à lire ou celui qui a pas appris à lire en fonction de si c'est, remodelé, enfin les neurones de la lecture. Et donc par exemple, on entend souvent parler de cerveau droit, cerveau gauche. Ça, c'est un neuromythe total. C'est ce qu'on appelait la latéralité. C'est, une théorie qui est plutôt localiste et donc on dit, ben, voilà, à droite, je sais même plus, mais à droite, ça serait tout ce qui est, logique, mathématique et puis à gauche, c'est tout ce qui est créativité. Bon déjà, ça demande de définir les fonctions précisément et en fait, le cerveau va fonctionner de manière totale. Heu, il y en a un deuxième, c'est dans la même veine, c'est le cerveau triunique, donc les 3. Donc vous avez déjà entendu parler, je pense, c'est reptilien, limbique, néocortex, donc qui suivrait les 3 stades de l'évolution. Ça, c'est démontré que c'est faux et en fait, on est vraiment sur un cerveau total. Et après aussi sur les modalités d'apprentissage, moi, j'ai pas mal de parents qui me disent: «Voilà, je suis plutôt visuel, plutôt kinesthésique, plutôt» et cetera et en fait, ça, c'est compliqué, c'est ce qu'on appelle les styles d'apprentissage. Alors j'entends, alors I c'est avéré, c'est-à-dire que si j'ai besoin d'écrire et que ça rentre mieux, bah, voilà, j'ai une preuve qui marche pour moi. Mais en fait, on se rend compte qu'on apprend toujours en multisensoriel, c'est impossible. Ah bon, à part si je suis aveugle ou sourd et cetera, mais on peut pas isoler un sens des autres et donc on apprend toujours en et donc isoler un canal, c'est impossible et on va plutôt viser ce qu'on appelle l'apprentissage autorégulé avec des émotions, avec un but, avec, le principe d'autodétermination et la motivation et donc en fait, on va mettre aussi parfois des étiquettes qui peuvent être limitantes et donc je vois aussi parfois certains coachs qui sont en ce qu'on appelle les intelligences multiples aussi, alors sur Howard Gardner et cetera et donc ça peut aussi desservir. Et après des neuromythes, il y en a plein, on n'utilise que 10 de notre cerveau. Il y a la pyramide de Dale aussi par exemple, voilà, quand je lis quelque chose, je retiens 10 mais quand j'écoute et que je regarde une vidéo, j'apprends tant et en fait ça aussi c'est un neuromythe. Donc il y en a beaucoup et l'idée c'est de savoir, alors attention, entre neuromythes je finis là-dessus, mais entre neuromythe et je simplifie quelque chose pour le donner pédagogiquement. Pareil, moi, par exemple, je vais parler du cerveau des 2 hémisphères en expliquant que c'est pas comme ça que ça fonctionne, mais c'est aussi pour transmettre de l'information et donc entre simplification psychologique et neuromythe, il y a un monde et ce qui est important, c'est vraiment, de comprendre ça, mais c'est surtout plus dans le comment et quelle technique je vais utiliser et surtout que chacun les utilise pour soi et voilà, c'est pas parce que ça marche pour le voisin que ça doit marcher pour moi et c'est pas parce que ça marche pour moi que ça doit marcher pour le voisin.
L'apprentissage, c'est quand même quelque chose qui est assez égoïste, dans le sens où, ce qu'il faut, c'est que ça marche pour moi, en fait et c'est ça qui est le plus important, c'est de tester les techniques. Ça marche pour moi, j'avance. Si ça marche pas, ben, je teste autre chose et je fais comme ça. Ouais, et moi, je parle souvent de préférence d'apprentissage. Enfin, voilà, c'est qu'est-ce qu'on préfère et c'est vrai que le souci, quand même, de notre modèle éducatif, c'est que, bah, en fait, il faut que tout le monde soit dans le même moule et tout le monde apprenne, pareil et alors qu'il y a des enfants qui auraient besoin, peut-être, bah, de se lever, pour pouvoir, et de marcher, pour pouvoir apprendre. On leur dit: «Bah, non, il faut, apprendre assis sur un bureau». Et tout l'enjeu, en fait, c'est de retrouver quelle est la préférence d'apprentissage de nos enfants pour qu'ils soient à l'aise dans leurs apprentissages et qu'ils collent pas à, à ce qu'on nous a, demandé de faire, depuis des années. Enfin, moi, par exemple, je sais pas pourquoi est-ce qu'on m'a dit qu'il fallait que je fasse des fiches et que je recopie, des textes et des enfin, je me rappelle en terminale, on faisait tous des fiches et on nous avait dit: «Faites des fiches». Les fiches, ça c'est très bien en soi, ça peut être une méthode. Ce que je dis juste, c'est qu'il faut faire juste attention à l'étiquette qu'on peut mettre parce que, par exemple, quelqu'un va venir me dire: «Moi, je suis visuel». Bah, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Et du coup, surtout quelle technique il utilise? Et ça se trouve, en fait, il y a quelqu'un qui va me dire: «Bah, moi je suis kinesthésique, j'ai besoin de réécrire mes cours». Mais ça se trouve, en fait, il les réécrit, mais c'est parce qu'il se les répète dans sa tête et en fait, il pense que c'est, le mouvement d'écriture, mais en fait, c'est peut-être le fait qu'il se les répète et aussi il les voit et je peux pas sectionner, un canal sensoriel d'un autre et donc ce qu'il faut juste retenir, c'est s'il a besoin d'écrire et que ça marche pour lui et qu'il a surtout du résultat, bah, avance avec. Mais de mettre des étiquettes, parfois, ça peut être contre-productif et c'est de dire, ben, est-ce que c'est vraiment un sens par rapport à un autre? On est sur plutôt un apprentissage, global. Mais parce qu'aujourd'hui, en fait, ce qu'on sait, je crois, c'est le chiffre, c'est 80 des élèves, apprennent en relisant et en fait, à force de relire, leur cerveau a l'impression qu'il a appris et qu'il a retenu, alors qu'en fait, ce n'est qu'une impression de déjà vu et pas Parfois, oui. une impression d'apprentissage. Donc, comment est-ce qu'on fait pour se dire, que, nos enfants vont apprendre autrement, parce qu'on sait de toute façon que la relecture, c'est la stratégie la stratégie d'apprentissage la plus inefficace. Alors toi, si tu avais, je sais pas, 3 techniques simples, qu'un parent peut transmettre à son enfant pour bien apprendre, ce serait quoi? Alors alors déjà dans mes formations, moi je m'adresse à un public plutôt, ado-adulte, mais j'aide aussi les parents qui veulent, aider leurs enfants, et ça marche très bien sur les enfants. D'ailleurs, moi je suis papa de 3 enfants, donc entre 4 et 9 ans, 2 garçons et une fille en sandwich, qui est pas trop mal placé et en fait, ben, toutes ces techniques, ça leur permet de rentrer dans la lecture, d'apprendre à compter, calculer, d'apprendre des poésies, des choses par cœur, des mots, du vocabulaire et donc moi j'utilise, 3 techniques, pour les enfants. Alors, bah, la première je dirais, c'est, le fait de prendre du plaisir. Alors ça paraît bateau, mais c'est surtout, moi je me revois avec ma mère le samedi matin, au bout de 5 minutes, il y avait plus personne quoi. Le cours de français, elle me disait, Baptiste, concentre-toi» et moi j'avais qu'une envie, c'était aller jouer dehors et j'étais déjà plus là. Donc en fait, déjà si je suis pas présent, je peux utiliser toutes les techniques du monde, il se passera rien et en fait, elle le vivait elle aussi de la mienne, elle avait pas les outils, mais elle le vivait comme une corvée et moi, c'était un mauvais moment d'apprentissage et elle me disait d'ailleurs, «C'est bizarre, ton cours de français, ça rentre pas, mais par contre les 150 Pokémon, ça passe crème» et en fait, moi, j'étais amoureux des Pokémon. Donc c'est-à-dire quand je parle de prendre du plaisir et d'aimer la matière ou même si j'aime pas les ingrédients, mais j'aime au moins cuisiner, j'aime le processus d'apprentissage et ben, du coup, c'est ça qui est le plus important et donc bon là, il y a plein de techniques, des techniques de mémorisation, de faire des poignées mentales, de dessiner, beaucoup de dessiner dès qu'on est petit, d'utiliser du verbal et du non verbal. D'ailleurs, on parlait de cerveau total dans les prises de notes, de mettre du rythme, des mouvements, des couleurs, des formes, de l'intelligence visuo-spatiale, voilà, de vraiment prendre du plaisir. Donc ça, c'est et de passer un bon moment relationnel avec son enfant et pas juste, cocher les cases, en fait. De vraiment le prendre comme quelque chose et puis renverser la table, c'est-à-dire: «Bah, voilà, bah, viens, on va se promener dans les bois», pour ceux qui ont des bois à côté, mais voilà, pendant 10 minutes et on fait ta poésie en marchant ou enfin des trucs complètement bêtes. La deuxième, c'est sur la révision. Alors évidemment, quand ils sont jeunes, on va pas leur faire des plannings de révision, mais c'est-à-dire se tester. Bah, tiens, je fais le lien avec ce que tu dis, Solène, c'est ce qu'on appelle l'illusion de l'apprentissage. C'est je relis mes notes, je sais, j'ai plus mes notes, je sais plus. Alors parfois, évidemment, on sait. Mais pourtant, quand on les avait, bah, on savait et donc c'est bizarre. Ce qu'on appelle l'illusion de l'apprentissage, c'est-à-dire que c'est une béquille. Il y a une différence entre connaître mon cours et reconnaître. Et ce qui est super important quand on révise, c'est de repartir d'une feuille blanche. Et comme ça, j'ai plus ma béquille et donc je suis au clair tout de suite sur les zones d'ombre que j'ai à approfondir et ce que je sais.
Donc par exemple, un enfant qui révise, c'est de le faire repartir non pas d'une relecture, et plutôt que de relire 15 fois ma fiche, plutôt que je repars d'une feuille blanche et je vois ce que je suis capable de ramener soi-même de manière autonome, Mmh. moi-même. Et après la dernière, ça serait, sur tout ce qui est gestion du temps et gestion de l'espace de travail. Bon alors il y a la technique Pomodoro où 25 minutes, 5 minutes, 25 minutes de travail, 5 minutes de pause. Parce que l'attention elle décroît en flèche, encore plus avec, les réseaux sociaux et cetera. Et surtout l'environnement de travail, parce que quand on fait 25 minutes de travail et qu'on fait 5 minutes de pause, attention, c'est pas portable, réseaux sociaux et cetera. Je suis toujours dans ma session d'apprentissage et donc c'est important d'apprendre déjà à cet âge à résister aux distractions et Mmh. surtout peut-être de viser une petite récompense après la session d'apprentissage. De dire: «Voilà, je fais 1 heure ou 1 heure et demie et après je me donne une récompense» et de fonctionner comme ça dès le plus jeune âge, je pense que c'est important de l'acquérir. Et après, quand on a des âges plus avancés, on peut travailler, la carte conceptuelle, enfin les mind maps. On peut parler aussi de construire des référentiels pour mémoriser des nombres. Moi, je commence déjà avec mon fils de 9 ans à lui donner tout un référentiel, donc qu'on appelle un PAO, pour qu'il apprenne, absolument n'importe quel, chiffre, des dates, des chiffres, des dizaines de chiffres. C'est quoi un PAO? C'est une méthode qui s'appelle personne action objet, PAO, personne action objet et c'est utilisé par les athlètes de la mémoire pour mémoriser, des decks de cartes, des suites de chiffres, des centaines de chiffres. Alors évidemment, là, on est dans les athlètes de la mémoire, donc c'est sous l'aspect compétition parce qu'on veut Mmh. pousser le truc. Mais en fait, d'avoir un référentiel pour mémoriser n'importe quel chiffre, des numéros de téléphone, moi, mon numéro de TVA, le numéro de sécu, toutes les dates, tout ça, c'est important, en fait, d'avoir ça dans la vie, je pense et du coup, de le développer déjà dès l'enfance. On s'amuse sur les plaques d'immatriculation quand je conduis, par exemple, je dis: «Bah, voilà, telle plaque d'immatriculation, est-ce que tu peux la mémoriser?» et cetera. Et donc on fait des petits jeux et derrière, en fait, ça sera beaucoup plus ludique pour qu'il apprenne et qu'il retienne. Mais en fait, je l'équipe avec des techniques pour qu'il avance avec dans la vie et que ça lui serve, tout le long de son existence. Et le mind mapping, tu conseilles ça à partir de quel âge? Alors le mind map en tant que tel, en fait, le mind map, c'est surtout de la structuration d'un cours. Et je conseille ça, on peut commencer tôt, hein, on peut commencer à 5-6 ans. Alors ça sera ce qu'on appelle des proto mind maps, mais c'est pas grave, il y a pas l'inspecteur des mind maps qui va passer pour vérifier. Mais c'est surtout, de leur faire dessiner. D'ailleurs sur ma chaîne, moi je donne des exemples concrets où je lui fais dessiner une poésie, donc c'est très bizarre, Ah, mais c'est c'est pas bien on ça. apprend une poésie, viens on va la dessiner et en fait on renverse la table, change l'énergie parce que c'est plus: «Je vais apprendre», c'est: «Ah super, on va dessiner». Moi je dessine à côté de lui, je dessine aussi bien que lui, c'est-à-dire aussi mal que comme un enfant de 7-8 ans et parfois les enfants sont des leçons de vie parce qu'il y a des choses qu'il arrive à dessiner ou à exprimer que moi j'arrive même pas parce que, voilà, on a perdu ce côté un peu, enfant insouciance et donc le mind map, l'utilisation de verbal, non verbal et de dessin, on peut commencer très tôt et après c'est un peu plus dans des stades avancés quand on va structurer de l'information avec des branches, sous-branches, que là, ça pourra vraiment devenir intéressant, je pense, fin primaire, début collège. Moi, mon aîné, il a sa prof, enfin sa maîtresse, quand il était en CM2 qui leur avait fait, un cours, sur, le mind map et l'apprentissage là-dessus. J'avais trouvé ça, hyper innovant. Je me suis dit: «Waouh!» enfin, je pense pas que ce soit tous les enseignants qui font ça. Barbara, Axel, est-ce que vous avez des questions pour Baptiste? Ah, moi aussi j'ai quand même une question, bah, alors déjà ce que tu dis me parle, je me repense à des techniques, tu vois? Moi j'ai un fils qui était fan du métro et du coup et qui était capable de retenir, toutes les lignes, ouais, toutes les lignes de métro. Avec toutes les intersections et tout? Ouais, alors c'était très pratique pour voyager, mais à côté de ça, il n'arrivait pas forcément à retenir des leçons. Ben, on s'est servi de ça. Du coup, il arrivait beaucoup plus à retenir des frises, tu vois? Des choses qui étaient présentées sous forme de frises et on s'est servi de ces lignes de métro. Mais ça demande, pour les parents aussi de ce temps et puis cette exploration. Mais quand même, je revenais sur une chose que tu évoquais aussi Solène, sur la notion de relire, de répéter. On est d'accord quand même, que le cerveau, apprend enfin, je veux dire que la répétition, elle est importante et c'est comme ça que les informations s'ancrent dans le temps. En ou ou non? Parce que j'ai le sentiment que ça, c'est quand même quelque chose qui est assez démontré, non? En termes de Oui, fonctionnement, si on veut qu'un apprentissage dure dans le temps. alors là encore, il y a plein de neuromythes parce qu'on parle souvent de Hermann Ebbinghaus avec la courbe et cetera, mais lui, c'était sur des trigrammes. Mais oui, oui, il faut répéter dans le temps et c'est super important. Déjà, ce qu'on fait dans le cours, c'est-à-dire que alors évidemment, je caricature, mais un enfant qui est très passif ou un enfant qui est impliqué en apprentissage actif, dans la matière, en fait, quand on fait un mind map,
Bah, déjà, quand on utilise plein de techniques de concert, déjà, reformuler par ses propres termes. Ça veut dire qu'il est quand même assimilé pour pouvoir le reformuler. Cartographier l'information, donc la disposer. Alors là, je parle plutôt, fin primaire, collège. Utiliser des poignées mentales, utiliser des techniques de mémorisation, se mettre dans une bonne posture de concentration. En fait, tout ça, alors c'est pas une technique, ça serait l'effet baguette magique, c'est un effet cumulé de plein de choses. Mais tout ça fait que déjà 2 élèves qui ont pas les mêmes techniques, il y en a un qui sort du cours, déjà, il a beaucoup plus que l'autre et donc il y aura moins besoin de faire des rappels et donc déjà, c'est comment on sort. Et après évidemment, il faut faire des rappels et souvent donc moi j'interviens dans des universités, des écoles, heu post-bac, mais même au bac, c'est surtout, plutôt que de faire cours 1, cours 2, cours 3, cours 4 et de pas réviser, ils font beaucoup ça dans les boîtes à colle, en médecine, par exemple. Bah, c'est tu révises, tu fais un planning de révision et donc tu fais cours 1, cours 2, cours 3 et avant de passer au cours 4, par exemple, tu vas faire cours 1, réviser et cetera. Parce que sinon tu oublies et quand tu arrives le jour de «l'interro» entre guillemets, bah, c'est comme si tu devais faire un nouvel apprentissage. Donc de mettre ce planning de révision est super important et après il y a des débats sur les différents tempos, mais en général, c'est J1, J2 après une semaine et cetera. Mais c'est super important, oui, de faire, ce qu'on appelle les répétitions mnésiques expansées dans le langage, technique, ça. OK, merci. Et moi, j'ai une petite question, du coup, outils, numériques. À ton avis, quelle est la part du numérique qu'il faut, ancrer, chez les enfants, qui ont l'âge d'utiliser le numérique, c'est-à-dire, on va dire plus de 15 ans, hein, c'est ça Solène. Mais en tout cas, pour les plus de 15 ans, qui ont, un full accès au digital, pour leur apprentissage, c'est quoi le juste, timing entre je passe du temps avec des plateformes d'apprentissage adaptatives qui m'aident dans mon parcours d'apprentissage et je reste collée à ce que mon prof me demande et à l'éducation, nationale avec, des manuels, papier et de l'écriture. Comment on peut, est-ce que tu as déjà une idée du Alors, temps? complètement, moi alors attention, c'est comme partout sur internet, si vous tapez par exemple, je vous parlais d'un concept qui s'appelle le second cerveau numérique. Il y en a plein qui l'utilisent comme un logiciel Moi, je de l'utilise de Tiago Forte. voilà, par exemple, donc bah, Thiago Forte, mais en fait, second cerveau numérique, ça veut dire qu'on a un cerveau et en fait, on va essayer de l'externaliser et d'avoir, une espèce de copilote digital, un assistant digital qui va nous aider pour apprendre. Et donc en fait, voilà, il y a un peu à boire et à manger là-dedans parce qu'il y a plein d'applis, par exemple, qui prétendent faire du second cerveau numérique, mais qui marchent pas. Notion, Word, Google Docs, Teams, OneNote et cetera. Tout ça, par exemple, ça marche pas et on va plutôt partir sur des logiciels qui sont très organiques. Je te parle de ça, je rentre pas plus dans le détail, c'est juste dire qu'il y a des outils que tu utilises et ça permet justement de garder un cours et après d'aller faire ses recherches en parallèle, mais aussi d'externaliser, ça c'est super important quand on apprend. Là, on parle vraiment plutôt 15 ans, c'est plutôt même collège et moi c'est plutôt même post-bac. Et c'est vraiment tout ce que j'apprends, je dissocie ce que j'apprends de la source. J'ai ce lien, je peux retourner à la source. Mais par exemple, j'apprends un nouveau concept, eh bien, je l'ai appris avec tel chercheur ou tel livre ou tel ouvrage. Je peux l'apprendre dans plein de contextes différents et c'est surtout de décomposer en concepts et ensuite de fragmenter le savoir et de le recomposer pour nous. Parce que quand on reçoit un savoir, on le reçoit de manière linéaire et en fait, il faut l'éclater en organique. Et quand on doit exprimer un savoir, faire de la pédagogie, c'est le sens inverse. J'ai plein d'idées et je dois le donner de manière linéaire. C'est exactement ce que Solène décrivait sur l'écriture d'un livre. J'ai plein de choses et je dois le mettre de manière linéaire dans un ouvrage. Et après, je dois le rééclater en organique. Et donc, il y a des logiciels comme par exemple Obsidian ou Screental, Tana, Logseq, il y a pas mal d'outils, Heptabase qui sont bien, qui permettent de faire ça. Et donc, l'outil permet de le faire. On vient reproduire le fonctionnement du cerveau, faire des liens, connecter, décomposer un savoir. Et surtout, ce qui est important, c'est aussi la manière dont on l'utilise. Et justement, des formations sur ces sujets, ben, nous, on les dispense dans ma structure qui s'appelle Contre-courant. Mais je pense que c'est important que des étudiants aient ce genre d'outils et ce genre aussi de pensée systémique pour, gérer, des savoirs et apprendre de manière croisée aussi. Je termine juste sur un truc, par exemple, moi j'étais dans une fac de médecine, ils ont un cours sur les chaînes carbone, et dedans il y a la molécule de glucose. Donc ils ont la glucose dans ce cours, mais après la molécule de glucose, elle est dans plein d'autres cours. Dans le cycle de Krebs, dans un autre cours et dans un autre cours. Et donc en fait, ils vont apprendre la molécule de glucose dans un cours, mais en fait, elle va être transverse à plein de savoirs. Et donc, avoir un savoir, c'est être capable de le donner dans le contexte d'un cours, mais aussi de le donner dans plein d'autres contextes différents. Et donc, ils peuvent très bien prendre la molécule de glucose dans 4, 5 cours et faire un mind map
Mmh. décorréler du cours que le prof leur a donné et de dire, ben, la molécule de glucose, je la vois dans A, dans B, dans C et même l'enrichir avec d'autres sujets ou d'autres thématiques qui les intéressent. Et là, on parle vraiment de méta-apprentissage, d'apprentissage poussé, c'est que je suis capable de reformuler par moi-même, de faire des associations, des assemblages. Et là, je chemine vraiment, personnellement dans le cours. Donc ces logiciels-là permettent, pardon, je fais des réponses à tiroir, mais permettent de vraiment, mettre le pied à l'étrier et de les inscrire dans cette dynamique-là. Non, mais ça aide, bien à voir un petit peu, comment est-ce que ça peut s'ancrer dans les parcours d'apprentissage et moi je rajoute juste, pour finir, Barbara, sur ta question, sur la dernière enquête PISA sur l'usage du numérique, dans les apprentissages. Ce qu'on voit, c'est par exemple sur les mathématiques, si on a 2 heures, d'outils numériques éducatifs adaptatifs avec de l'IA pour apprendre, les mathématiques, les résultats scolaires augmentent. Si on a plus de 2 heures, ça diminue. Donc en fait, il y a un voilà, il y a un Un équilibre à contre-effet. trouver et il peut y avoir un contre-effet s'il y en a trop. Donc il faut vraiment, avoir un peu de tout. Et ben pour synthétiser ce débat, moi je retiens 3 points. Le premier, apprendre à apprendre, ce n'est pas du blabla. Il faut maîtriser des stratégies concrètes comme la mémorisation, l'organisation, la concentration. 2, nos enfants ont besoin d'outils adaptés à leur époque, mais les fondamentaux, ça reste la motivation, la répétition, la compréhension. Et 3, le rôle des parents n'est pas de faire à la place, mais d'accompagner, de transmettre ces méthodes. Ça vaut le coup en tant que parent quand même de se poser là-dessus. Je pense que c'est du temps, bien investi, et peut-être ça prendra un petit peu de temps au début, mais après, ce sera, beaucoup plus facile. Si vous avez aimé cet épisode de Génération Parents, n'oubliez pas de vous abonner, sur les plateformes de podcast ou sur YouTube et de nous laisser un commentaire. Ça nous aide beaucoup pour le référencement. Merci.